Il fait moche, il fait froid, n'est-ce pas le temps parfait pour tourner une vidéo blabla? Je viens de sortir ce slogan de mon cul, mais je pense qu'il va rester. Ok. Sur cette chaîne YouTube, on parle majoritairement de photographie, mais une fois de temps en temps, je parle de vidéo. J'avais parlé de vidéo lorsque le Fujifilm X-T4 était sorti, et j'ai parlé de vidéo lorsque le Canon EOS R5C est sorti. Et je le sais que certaines d'entre vous ont découvert la chaîne YouTube avec ma présentation et ma première prise en main du Canon R5C. Je vous dois des explications. Et d'ailleurs, dans ma vidéo de prise en main, j'ai dit ça. Je pense sérieusement qu'il s'agit de la dernière caméra que je vais jamais acheter. Les spécificités sont folles et c'est vraiment une caméra qui va me plaire, je le sais. C'était il y a déjà 3 ans, et bien entendu, je suis éternellement insatisfait, et j'ai donc fini par quand même changer de caméra. Ça fait maintenant plus d'1 an sur YouTube que je ne me filme plus avec ce Canon R5C que j'ai pourtant tant adoré. Le R5C a été revendu, il a eu une seconde vie, et actuellement je me filme avec tout autre chose. Et aujourd'hui, on va parler de ça. Tout d'abord, avant d'aller plus loin, je vais très brièvement réexpliquer qu'est-ce que c'est que le Canon R5C, mais aussi vous rappeler que ceci est une vidéo blabla et que dans les vidéos blabla, je ne vais pas montrer énormément d'exemples d'images pris avec les caméras ou appareils photo mentionnés dans cette vidéo. C'est une vidéo à mettre en fond, en mode podcast, en mode discussion. Sachez que comme je l'ai dit, ça fait déjà plus d'1 an que j'ai vendu le R5C et que je suis passé à la caméra qui me filme maintenant. Et cependant, je pense ne pas avoir réussi à tester correctement l'image de cette caméra parce que, à part me filmer moi-même ici, j'ai pas encore fait grand chose avec. En 1 an et demi, j'ai pas eu vraiment de projet vidéo en fait cette dernière année. J'ai beaucoup repris la photo, mais du coup j'ai un peu ralenti les projets vidéo. Et résultat, effectivement, j'ai pas d'images sympas à vous montrer filmées avec cette caméra, malgré le fait qu'elle me filme maintenant là tout de suite, hein. Et que donc c'est tout ce que vous aurez là tout de suite. Moi qui parle. Donc si vous voulez mettre la vidéo en fond et vous passer à autre chose, vous pouvez. Ambiance cosy aujourd'hui, car j'ai changé de caméra. Voici pourquoi. Le R5C était une caméra très intéressante parce que c'est tout bonnement une caméra qui est siamoise avec un appareil photo. En fait, c'est un boîtier développé. J'ai un Android depuis quelques mois et j'ai toujours pas compris comment on le mettait sur silence. Silence! Il me nargue. Je crois que j'ai réussi. Le R5C est à moitié un appareil photo et à moitié une caméra. Et quelque chose auquel j'ai beaucoup réfléchi après avoir acheté le R5C et pas avant, malheureusement, c'est que le R5C m'a coûté 4 000 € à peu près. Et que pour 4 000 €, j'ai eu l'équivalent d'une caméra qui vaut 3 000 € dans le même boîtier qu'un appareil photo qui vaut 3 000 €. Et comme ça, combiné, ça crée le R5C. Et en fait, quand je me suis très rapidement rendu compte que je ne faisais pas de photos avec mon R5C, eh bien je me suis dit que c'était du potentiel gâché. En effet, le R5C, pendant les 2 ans où je l'ai eu chez moi, j'ai dû même pas prendre 100 photos avec. Concrètement, je sais pas combien de photos j'ai fait avec. J'ai fait qu'une seule session photo avec le R5C. C'était pendant le Tour de France qui passait en bas de chez moi. Et je me suis effectivement amusé à tester l'autofocus en photo avec un 70-200 et à prendre en photo les cyclistes. Et je n'ai jamais, au grand, jamais rouvert une seule fois le mode photo du R5C. Je l'utilisais que et uniquement comme caméra. Et comme je vous l'ai dit, c'était sûrement, non, c'était même assurément du potentiel gâché. Donc, ne l'ayant plus sous la main, je vais vous montrer un R5. Oui, je vous montre quand même 2-3 trucs, vous voyez, c'est pas qu'une vidéo à mettre en fond, malgré tout ce que je viens de dire. Ah, la gomme elle est en train de se défaire. Oh, on dirait que je viens de manger un bout de mon R5. Le R5 est un appareil photo hybride de chez Canon, haut de gamme. C'était leur boîtier le plus haut de gamme qui n'est pas le boîtier sport. Voilà, c'est un peu le descendant de la série des 5D si on veut. Et il est en lui-même très compétent en vidéo. Mais c'est pas parfait. C'est pas parfait pourquoi? Parce que ce bidule, il surchauffe, donc il filme pas très longtemps. Et avant d'avoir un Canon R5C, je me filmais avec un Canon R5, qui n'est pas celui-ci. J'ai dû revendre mon R5 pour financer le R5C, le R5C ayant comme promesse de filmer comme un R5, donc filmer bien, mais sans surchauffer. Et c'est effectivement ce que faisait le R5C.
Entre autres, puisqu'en fait le R5C était clairement réélaboré par Canon pour être aussi une caméra. Et sur le R5C, on peut en fait le faire basculer entre le système d'exploitation photo de chez Canon qu'on connaît, qui est identique à ce R5 ici présent, ou le système d'exploitation vidéo, qui est identique à celui présent sur les caméras Canon de la série cinéma. Et c'était la première fois que Canon faisait un produit comme ça. On avait déjà eu un appareil photo de chez Canon avec le badge cinéma dessus, le 1DC, mais celui-ci n'avait pas le système d'exploitation cinéma complet de chez Canon, comme là, le R5C. Les autres caractéristiques qui sont intéressantes avec le R5C, c'est que c'était un appareil photo plein format, avec une monture RF. À l'époque, étant donné que je venais d'un R5, j'avais beaucoup d'objectifs RF. Plein format, c'était important parce que quand je me filme moi-même pour YouTube, j'aime utiliser des grands angles, mais j'aime aussi flouter mon arrière-plan pour pas que vous voyez tout le chenille qu'il y a derrière moi. C'est beaucoup plus difficile avec un capteur plus petit que plein format. En gros, il vous faut du plein format pour obtenir le look que vous voyez maintenant. Vu que j'allais vendre mon R5, le fait que le R5C fasse des photos, c'était important pour moi aussi. Et ensuite, il y avait quelques caractéristiques sympas au R5C qui sont toujours d'ailleurs, 3 ans plus tard aujourd'hui, assez uniques, telles que la possibilité de capturer des vidéos en 8K, qui sont très belles, hein, très très belles. Et en 8K, même jusqu'à 60 images secondes, cependant uniquement en format RAW, chose que j'ai très peu, voire pas du tout, utilisé. Malheureusement, un an après avoir acheté le R5C, il est arrivé 2 choses dans ma vie. La première, c'est que j'ai commencé à tourner un long métrage, projet bénévole, projet étudiant d'un ami qui finissait ses études, mais c'est même pas des études en cinéma, c'était juste une maturité professionnelle suisse, et dans le cadre de son travail de diplôme, a décidé de faire un long métrage. Et il m'a engagé comme personne derrière la caméra, aussi un petit peu comme personne qui faisait la lumière, le son, le montage, l'étalonnage, le mixage, donc beaucoup quand même. C'était un projet monumental, 749 plans, plus de 12 heures de rush, et ça c'est en ayant supprimé pas mal on-set pour faire de la place sur les cartes mémoire. Voilà, c'était un projet assez monumental. Entièrement filmé avec le R5C, qu'on a pu projeter dans une salle de cinéma devant 300 personnes. Donc ça c'est la première chose qui m'est arrivée après avoir acheté le R5C. Et vous allez voir pourquoi c'est malheureux. La deuxième chose qui m'est arrivée après avoir acheté le R5C, c'est que pour la photographie, j'ai commencé à retourner au réflexe et à arrêter d'utiliser des hybrides. En effet, j'ai déjà débattu de ça plein de fois sur YouTube, mais j'exprime personnellement un fort inconfort à utiliser des viseurs électroniques et je suis beaucoup plus à l'aise avec des viseurs optiques d'époque, entre guillemets. C'est aussi pour ça que je fais autant d'argentique. Ou c'est peut-être parce que je fais autant d'argentique que je me suis autant habitué aux viseurs optiques. Quoi qu'il en soit, je me suis mis à réutiliser des réflexes. Et réutiliser des réflexes m'a forcé à revendre tous mes objectifs RF et à racheter des objectifs EF. Ce qui fait que tout d'un coup, j'avais plus autant la nécessité d'avoir en ma possession une caméra équipée d'une monture RF puisque je n'avais plus d'objectifs RF. Et c'est là où je vais en venir. Le film, eh bien, pendant le tournage du film, le R5C m'a rendu dingue. Il m'a rendu dingue parce que ça a été un appareil absolument abominable à utiliser à cause de 2 problèmes qui sont majeurs et qui m'ont clairement ralenti. Et c'est pour ça que dans ma vidéo originale du R5C, j'ai dit que j'allais sûrement jamais racheter une caméra avec une meilleure qualité d'image parce que je pense qu'on avait atteint un plafond. Et c'est pour ça que la caméra qui me filme maintenant n'a pas été choisie pour sa qualité d'image. La qualité d'image de la caméra qui me filme maintenant est en certains points supérieur au R5C, mais en pas mal de points aussi inférieur au R5C. C'est une caméra qui se vend côte à côte avec le R5C, c'est une caméra un peu concurrente, et disons que je n'ai pas décidé de me séparer du R5C dans le but d'obtenir une image encore plus belle, mais plutôt dans le but de corriger ces 2 problèmes qui m'ont rendu fou avec le R5C pendant le tournage de ce long métrage. Et quels sont ces 2 problèmes? La batterie et le son. En effet, la batterie du R5C est catastrophique. Alors, sachez que entre quand j'ai vendu le R5C et aujourd'hui où je tourne maintenant cette vidéo-là, Canon ont sorti des nouvelles batteries compatibles avec le R5C qui reprennent théoriquement les mêmes caractéristiques techniques que les batteries précédentes, mais qui peuvent apparemment tenir presque 2 fois plus longtemps. Et je sais pas exactement pourquoi, mais ça a quelque chose à voir avec le voltage
que sortent ces batteries, apparemment elles sortent un voltage un peu plus élevé, et ça permet au R5C de ne pas se décharger aussi vite, malgré le fait que les batteries aient la même capacité. Ces nouvelles batteries, appelées les LPE6P, sont apparemment très intéressantes et assez importantes à avoir sur soi lorsqu'on shoot avec un R5C. Malheureusement, je ne sais pas, je n'ai jamais eu une seule de ces batteries et je n'ai plus le R5C pour le tester, même si aujourd'hui je mettais la main sur une de ces batteries. Je pense pas que mon problème de batterie avec le R5C ait été entièrement résolu, mais disons qu'il a été amoindri après que je l'ai vendu. C'était malheureusement trop tard pour moi. Mais oui, la batterie m'a rendu dingue. Pourquoi est-ce que la batterie m'a rendu dingue? Eh bien, car le R5C, avec une batterie neuve de dernière génération, donc pas la génération actuelle du coup, mais celle de juste avant, celle de quand j'ai acheté le R5C, ne tient, d'après les spécificités, que 41 minutes allumées. Et je parle pas de 41 minutes d'enregistrement, non, je parle de 41 minutes allumées. C'est-à-dire qu'à partir du moment qu'on l'allume, le bidule, dans 40 minutes, il est éteint. Éteint. Et la batterie va remettre 3 heures à recharger sur le chargeur Canon. Et ça, c'est pas possible. C'est problématique. Surtout que ces temps indicatifs de recharge ne prennent pas en compte que j'utilisais le module audio XLR qui bouffe une chier d'électricité, que j'avais la luminosité de l'écran sur quasiment maximum parce que sinon en extérieur c'est absolument illisible, et que la majorité des batteries Canon que j'ai en ma possession sont assez vieilles, certaines d'entre elles datant même de 2012, mais qui fonctionnent parfaitement dans un 5D. Résultat, j'avais des fois de la peine à faire tenir mon R5C 20 minutes sur une batterie. Est-ce que vous voyez où est le problème? Bien, Canon propose une solution, et c'est la solution entre guillemets officielle au problème de batterie avec le R5C, c'est d'utiliser une power bank en mode batterie externe en USB type C qui se branche en USB type C avec un câble sur la caméra. Le problème, c'est que c'est de l'USB type C. Et on a beau trouver génial l'USB type C parce que c'est un port qui peut tout faire, comme toutes les choses qui font beaucoup de choses, elles font rien de spécialement bien. Et l'USB type C, c'est un très très bon cas d'exemple de pourquoi le port USB type C est beaucoup trop utilisé et pourquoi on ne devrait pas avoir confiance en lui. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans un port USB type C, il y a une vingtaine de petits câbles qui sont tous très très proches les uns des autres. Résultat, mettre du haut voltage dans un câble USB type C, c'est dangereux. C'est très dangereux. Donc pour pouvoir le faire, à l'intérieur de chaque câble USB type C et à l'intérieur de chaque port USB type C, il y a un processeur. Et ce processeur va s'occuper de transmettre le message entre la caméra, le câble et la batterie pour savoir combien de volts peut être envoyé dans quelle direction. Et ce handshake, comme on appelle, cette communication qui s'établit entre les différents appareils, c'est pas fiable. Malheureusement, c'est pas fiable. Et beaucoup de fois, ça se trompe. Et qu'est-ce qui se passe quand ça se trompe? Eh bien, la batterie ne va pas envoyer exactement le voltage que le R5C veut. Elle va envoyer moins, ce qui va quand même fonctionner. Le R5C va quand même afficher sur l'écran qu'il est en charge, mais sa batterie interne qui est dedans et qui doit être chargée va se décharger, alors lentement, mais va se décharger malgré le fait que le R5C est connecté à l'externe. Et ça a été un gros problème pendant le tournage, parce que malgré le fait qu'on ait testé plusieurs powerbanks et plusieurs câbles USB, on a été obligé de quand même régulièrement dans la journée changer les batteries qui sont dans le R5C, ce qui voulait dire avoir au minimum 4 à 5 batteries Canon en plus de la powerbank, et d'avoir éventuellement un chargeur pour pouvoir remettre à charger les batteries Canon lorsqu'on les utilisait pas. Sachant qu'une batterie se décharge en 20 minutes, mais qu'elle met quand même 3 heures à recharger. Et ça nous a causé beaucoup de soucis. Il y a eu des moments où on était obligé de poser le R5C parce qu'on n'est plus une seule batterie qui était pleine, et de le brancher lui-même physiquement en USB type C à un chargeur type chargeur de MacBook, un truc puissant qui donne beaucoup de volts, et attendre une petite heure qui regagne... je sais pas, genre 40% de batterie interne, histoire qu'il soit d'accord de redémarrer et qu'on puisse recontinuer à l'utiliser avec la powerbank, parce que bien entendu, le R5C n'est pas utilisable avec une powerbank si la batterie qui est à l'intérieur n'est pas elle aussi chargée. Enfin bref, vous avez compris que tout ça, ça fait amateur, et pour un boîtier qui coûte 4000 € comme le R5C, alors je pense qu'il a baissé de prix depuis, mais en fait c'est inadmissible. Voilà, et moi ça me rend des dingues, et c'est la raison numéro 1 pour laquelle j'ai décidé de vendre le R5C. Parce que je ne pouvais pas, lors d'un vrai shoot, me bagarrer comme ça. Vraiment, ça m'a rappelé l'ère de la Blackmagic Pocket. Je sais pas si vous vous rappelez de ces petites caméras qui, elles aussi, ne tenaient pas.
20 minutes à tout péter aussi. Et avec lesquelles on faisait du bricolage en fait. C'était des caméras faites pour les bricoleurs, elles coûtaient extrêmement pas cher avec une très haute qualité d'image, mais tout ce qu'on faisait avec ces caméras c'était du bricolage. Et là, j'avais une caméra à 4000 balles, le R5C, qui je pensais être la dernière caméra que j'achèterais jamais, et je me retrouvais à faire du bricolage avec aussi, et ça, eh ben ça la fait pas. Ok, deuxième problème, le son, qui lui aussi, c'est du bricolage. Pour moi, il est important, et pour un tournage comme aussi conséquent que ce long métrage, qui n'aurait pas été possible si on n'avait pas tout qui allait dans notre sens, et si on n'avait pas tout fait pour nous faciliter la tâche, je voulais et j'exigeais uniquement que le son soit enregistré en interne. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas de personnes compétentes pour s'occuper du son sur tous les tournages. On a eu pour certains tournages, oui, mais pas pour tous les tournages. Par tournage, j'entends tous les dates de tournage. Donc, je voulais que le son soit enregistré en interne. Pour que le son soit enregistré en interne, il faut des micros qui se connectent en XLR. Le XLR est obligatoire lorsque vous tentez de connecter un micro à plus de 2 mètres de câble de la caméra, et souvent on était sur des câbles de 7 mètres et demi, 10 mètres, donc XLR, c'est absolument obligatoire, on ne peut pas, ne serait-ce qu'imaginer, utiliser une solution en jack. Et pour avoir du XLR sur R5C, il faut passer par le module Tascam. Et là, je ne sais pas si vous aviez vu mes vidéos au sujet de ce Tascam, mais celui-ci m'a causé énormément de problèmes. C'est un boîtier que j'ai trouvé extrêmement instable et qui, entre autres, au premier jour de tournage du film, est mort. Et je l'ai envoyé réparer et Tascam ont mis 8 mois. 8 mois. Alors la bonne nouvelle, c'est que les premiers jours de tournage se sont faits en hiver, mais que tout le reste du tournage devait se faire en été. Donc les 8 mois, effectivement, on allait de toute façon pas tourner, mais moi ça a été 8 mois pendant lesquels j'avais des vidéos YouTube à tourner, et c'était ma seule solution audio, donc j'ai été contraint d'acheter d'autres systèmes, d'acheter d'autres micros, sans jamais être content du résultat, parce qu'alors pour le coup je trouvais que le Tascam il sonnait bien, quand il marchait. Sauf que simplement, il n'a pas fonctionné longtemps. Voilà. Et ce truc m'a toujours fait flipper. Un autre truc qui me rend dingue avec le Tascam, c'est purement et simplement le fait qu'il se branche dans la prise flash. S'il y a un truc que j'ai appris en faisant de la photo professionnellement depuis presque 10 ans, c'est que les griffes flash, c'est fragile. C'est très fragile, surtout quand on vient y ajouter une vingtaine de connecteurs supplémentaires afin de communiquer de l'audio à travers une prise qui normalement ne communique qu'une impulsion électrique pour un flash. Et en fait, j'avais simplement la phobie qu'à tout moment, cette griffe flash pète, que ce soit au niveau du R5C, ce qui aurait été dramatique parce que je crois que ça coûte 400 balles à faire réparer, ou au niveau du module Tascam parce que le module Tascam il coûte 500 balles. Et donc j'avais trop peur, donc je passais mon temps à prendre extrêmement soin, à toujours débrancher ce module audio lorsque je déplace le R5C, histoire que s'il tombe ou si quoi que ce soit se passe, que rien n'applique de la pression sur ce module Tascam qui était quand même très gros, assez lourd et qui comme ça partait sur l'avant du boîtier. Enfin bref, je trouvais cette solution tout sauf élégante et ça m'a fatigué. Voilà pourquoi je me suis séparé du R5C. Est-ce que des fois ce R5C me manque? Oui, tellement que j'ai fini par re-acheter un R5. Pour les quelques fois dans l'année où j'ai envie de la 8K, pour les quelques fois dans l'année où j'ai vraiment besoin de mon plein format, j'ai acheté un R5. Pour les quelques fois dans l'année où j'ai envie de faire de la photo avec un système d'autofocus plus performant que ce qu'on fait sur un réflexe, j'ai fini par racheter un R5 d'occasion, qui est ici. Celui-ci va surchauffer si je filme en 8K trop longtemps, mais c'est extrêmement rare que si je filme en 8K, je filme plus que quelques petites minutes à la suite. Voilà. Du coup, quelle est la caméra qui a remplacé mon R5C? Eh bien, si seulement Canon avait dans leur arsenal une caméra plein format avec une solution audio intégrée et une batterie qui tient. Exactement, la C400 était une candidate parfaite. Sauf que j'ai fait toute cette manipulation une semaine avant que Canon annonce la C400. Donc, au moment où j'ai fait la manipulation, une caméra Canon plein format avec une solution audio et une batterie qui tient, il n'y en avait qu'une. C'était la C500 je sais pas combien, la C500 marque je sais pas combien, et c'était une caméra à 15 000 €, bien entendu, complètement en dehors de mon budget. Ça aurait aussi été une caméra beaucoup trop grosse, beaucoup trop lourde. En fait, la caméra parfaite chez Canon, pour moi, ça aurait été une C70 mais plein format.
La C80, exactement, mais sauf que encore une fois, quand j'ai fait toute cette manipulation, elle n'avait pas été annoncée. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben j'ai réfléchi. Et je me suis dit, mais voyez-vous, de toute façon, j'ai revendu tous mes objectifs RF, et j'ai plus que des objectifs EF. Donc si je monte un objectif EF sur la C70, je peux lui mettre un réducteur de focale. C'est formidable, parce que ça va effectivement me donner le look du plein format. Sur une C70 qui n'a qu'un capteur Super 35. Tada! Donc j'ai fini par acheter une C70 qui est là, qui me filme maintenant et que j'adore. La C70 de chez Canon, elle a été très bien présentée plein de fois et je vous recommande vraiment les vidéos du Belge Mister Camera parce que c'est un peu lui qui m'a convaincu il y a longtemps déjà, il y a très longtemps. À peine j'avais acheté le R5C que j'avais déjà été convaincu par la C70, c'est juste que le fait qu'elle ne soit pas plein format c'était trop un problème pour moi. Mais maintenant que j'ai plus que des optiques EF et que je peux les monter sur le Speed Booster, comme j'ai dit juste avant, Speed Booster vendu officiellement par Canon, ça me permet d'avoir mon look full frame, plein format, avec mes optiques EF. D'ailleurs, les optiques que j'utilise pour me filmer sont typiquement le 24-35 f2 de chez Sigma, où là tout de suite j'ai un 24 1.4. Aussi de chez Sigma. J'avais le Canon avant, mais le Sigma est tellement supérieur optiquement que je suis passé au Sigma. La C70 a des entrées XLR directement. Alors c'est du mini XLR, mais l'avantage du mini XLR c'est que c'est vraiment juste du XLR mais plus petit, donc vous avez juste besoin d'un câble mini XLR vers XLR, ça se trouve ultra facilement. Là j'en ai un très joli, très low profil, et ça sonne super bien. Le micro que j'utilise du coup est un Rode NTG3, qui est vraiment un match parfait pour la C70 je pense, puisque c'est un micro qui sonne extrêmement bien. C'est assez haut de gamme comme micro, hein. Par contre je crois qu'il m'a coûté assez cher. Ce qui est cool, c'est que c'est un micro qui a un très bon ratio puissance-bruit. En gros le gain est très élevé, et ça vous permet de réduire le gain de la caméra et donc de réduire le bruit de fond. C'est assez nécessaire parce que malheureusement, les entrées de la C70 sont un petit peu bruyantes, hein. On a un petit peu de bruit de fond qui est clairement plus audible qu'avec un vrai enregistreur pro. Mais quand on a un micro aussi sensible et de haute qualité que le NTG3, ça se remarque pas trop. Pour la batterie, la Canon C70 prend des batteries Canon faites pour la vidéo qui, je crois, tiennent à peu près 3 heures. Et ça c'est les batteries par défaut, mais si vous voulez, vous pouvez changer les batteries et physiquement mettre des batteries plus grosses, toujours dans la caméra, c'est juste qu'elles dépassent un peu, et ces batteries plus grosses peuvent vous donner presque 7 heures d'autonomie je crois, un truc du genre. Ce qui est vraiment très bien. Et puis ces batteries, bien entendu, sont très chères, mais il en existe des versions pas officielles, là d'ailleurs j'ai pas une officielle parce que les officielles Canon sont un petit peu trop chères. C'est des batteries qui directement sur elles ont un indicateur de charge, donc vous n'avez pas besoin de la mettre dans la caméra pour voir si oui ou non les recharger avant de partir en shoot. Ça c'est vraiment incroyable. Et puis bien entendu, la C70 est équipée d'un vrai port entrée électrique et pas d'un USB-C qui vous permet d'alimenter avec une vraie alimentation externe. Et elle est fournie avec d'ailleurs, donc j'ai l'alimentation externe ici. Et cette C70, je l'ai achetée d'occasion pour exactement au franc près la somme pour laquelle j'ai revendu mon R5C et tous les accessoires. La C70 prend aussi des cartes SD, alors que sur le R5C, j'utilisais des cartes CF Express. La C70, je sais pas si je dois la présenter, mais c'est un capteur Super 35 qui du coup, lorsque je monte mon Speed Booster, me fait plus ou moins du plein format. C'est un vrai capteur fait pour la vidéo, hein. On peut pas vraiment faire de photos avec une C70. Ce capteur fait 8 millions de pixels, donc il est 4K. C'est un capteur DGO, ça veut dire qu'il capture 2 images en même temps, avec 2 types de préamplificateurs différents et qui combinent les 2 résultats en un pour réduire le bruit dans les ombres et adoucir les dégradés dans les hautes lumières, et ça c'est magnifique. C'est une technique qui est très connue pour être entre autres utilisée par Arri et qu'on trouve pas chez toutes les marques. D'ailleurs Canon eux-mêmes n'ont pas d'autres caméras que la C70 et la C300 Mark III qui a le même capteur qui font cette technique de bi-amplification. Par exemple, la nouvelle C80 de Canon n'utilise plus cette technique, ce qui fait que cette C70, qui a beau avoir un capteur plus petit, est relativement plus performante en termes de plage dynamique, si c'est important pour vous. Ce capteur, il a un défaut, et c'est le truc qui est le plus détesté avec la C70, c'est que malheureusement, la C70 produit des images qui sont assez douces, et le fait que j'utilise le Speed Booster, peut-être que ça aide pas, mais c'est des images qui sont
bien assez nette pour YouTube, qu'on s'entende, mais pour certaines personnes qui travaillent en studio, qui font du packshot pour des grosses marques et des trucs comme ça, je comprends que ces personnes peuvent ne pas être satisfaites et ont besoin d'un truc qui fait de la résolution un peu supérieure comme la 8K du R5. Moi, c'est plutôt quand je teste des optiques, en mode si j'ai envie de voir le potentiel d'un objectif, eh ben, j'aime bien le monter sur le R5 pour vérifier en 8K effectivement à quel point il y a du piqué et du contraste dans certaines optiques. Ce qui est incroyable avec la C70, et c'est mon truc préféré mais qui n'est pas assez mentionné, c'est que la C70 est la seule caméra Canon avec bien entendu la C300 Mark III qui utilise le même capteur, je l'ai déjà dit. C'est une des seules caméras Canon, mais c'est surtout une des seules caméras au monde qui apparemment, en mode par défaut, là comme vous voyez maintenant, n'utilise pas du tout de réduction de bruit dans l'image. Ça veut dire que on n'a aucun algorithme qui est là pour visuellement supprimer du grain ou supprimer du bruit, alors que quasiment toutes les caméras du monde le font, même quand on fait du RAW. Et pourtant, avec la technologie DGO, donc la bi-amplification dont j'ai parlé avant, l'image est très propre. Et le fait d'utiliser aucune forme de réduction de bruit sur l'image que vous voyez maintenant, ça donne une certaine pureté à l'image que je trouve on n'a pas avec les autres caméras, qu'on n'a pas avec le R5, qu'on n'a pas avec le R5C, qu'en fait j'ai jamais vu sur aucune caméra jusqu'ici, à part éventuellement des caméras assez haut de gamme que tu utiliserais en RAW, à leur ISO de base et en éclairant bien. La C70 n'a pas ce défaut. Et ça c'est assez intéressant, je trouve. Voilà, je pense qu'il faut aller chez Red ou chez Arri pour profiter d'un procédé cinématographique, si on peut l'appeler comme ça, qui rend aussi bien que ce que fait la C70 ici. Voilà, je sais que la C70 est vraiment adorée, y compris par des personnes qui ont des C80. Et puis elle a quelques petits bonus aussi sympas, la C70, auxquels je m'attendais pas, mais les filtres ND intégrés, c'est-à-dire que là si je presse ce bouton, il se passe ça. Je n'avais jamais eu de caméra avec ça. Toute ma vie, j'ai dit à tout le monde qu'avoir des filtres ND intégrés, c'était un peu surcoté, que c'était pas nécessaire. Vous savez, sur cette chaîne YouTube, que j'utilisais un système magnétique de filtre ND pour mettre sur mes caméras. C'était très rapide, très efficace. Cependant, il fallait toujours penser à avoir les filtres ND sur soi. Et aussi, j'ai dû acheter des adaptateurs pour absolument tous mes objectifs. Et là, vu que les filtres sont dans la caméra, eh bien, peu importe l'objectif, peu importe, je peux faire ça. Et quand il y a trop de lumière, c'est vraiment cool. Voilà. Ouais, en fait, c'est ultra cool. Franchement, c'est ultra cool. Je pensais pas que j'adorerais cette fonction autant. Et c'est un peu vrai ce qu'on dit. Une fois que tu y as goûté, t'as plus envie de faire ça. Enfin bref, j'adore la C70. Si je dois recommander la C70 à des gens, ou la C80, hein, je peux aussi vous recommander la C80, je pense. Je la recommanderais aux personnes qui aiment et apprécient faire de la vidéo avec des boîtiers réflexes ou hybrides, mais qui n'ont pas envie de souffrir des défauts principaux qu'ont les hybrides et les réflexes, en mode la surchauffe, en mode un système d'exploitation qui n'est pas adapté à la vidéo, en mode pas d'entrée son directement, pas de batterie qui tient, la nécessité d'accessoiriser, des écrans plus petits, patati patata, enfin tous les défauts que vous verrez sur en fait un appareil photo, hein, ça c'est un appareil photo de base. Ils sont un peu diminués ici. Je dirais pas qu'ils sont complètement inexistants. Genre, je pense sincèrement que l'écran pourrait être plus grand, que les entrées XLR pourraient être complètes et pas mini, que la batterie pourrait être encore plus grosse. En vrai, non, moi je trouve que la batterie va très bien comme ça. Mais et le système d'exploitation, moi je le trouve très bien aussi. Mais elle garde une ergonomie qui fait penser à un gros réflexe en fait. C'est comme si tu faisais de la vidéo avec un 1DX à l'époque. Et moi ça j'aime bien en fait parce que je viens de ce monde là et personnellement j'ai toujours trouvé que c'était plus agréable de faire de la vidéo comme ça que comme ça ou que sur l'épaule. Non, laisse tomber, mon dos il est déjà bien vieux et bien craquelé, j'ai pas besoin en plus de me taper des caméras super lourdes. Et voilà. Le gros défaut de la C70, je suis obligé de le mentionner, et c'était un gros défaut du R5C aussi, et c'est un des trucs qui me fait plaisir avec le R5, mais c'est la stabilisation du capteur. J'aime bien, de temps en temps, utiliser des optiques ultra lumineuses, que ce soit en basse lumière ou juste pour le look et l'effet. Sauf que quand tu veux utiliser de l'optique ultra lumineuse, et ben souvent celles-ci ne sont pas stabilisées, donc à main levée c'est compliqué, et dans ce cas-là j'utilise le R5. Voilà, le R5 je l'ai majoritairement racheté pour la stabilisation en fait. Je ne l'ai pas mentionné avant, c'est plus important pour moi la stabilisation dans ce boîtier que l'est la 8K. Et c'est pour ça que j'ai racheté un R5 et pas de nouveau un R5C.
toute façon, j'aurais pas vraiment eu les moyens de reprendre un R5C. Je sais pas à quel point sur le marché d'occasion les R5C sont plus chers que les R5 aujourd'hui, mais les R5 ils valent plus grand chose, ils valent moins de la moitié de ce qui valait neuf. Et en tout cas, moi je l'ai payé moins cher que j'avais revendu le premier R5, donc j'ai pas perdu d'argent à ce niveau-là. Voilà! Cette vidéo était beaucoup trop longue, c'était une vidéo blabla. Merci et à bientôt!